Donc, bonjour à tous, hein, on va vous présenter en duo aujourd'hui avec Sébastien un travail qui a été réalisé par l'IMP sur l'aspect récupération d'un marin tombé à la mer. Alors, ça s'inscrit dans une problématique qu'on suit à l'IMP depuis tout le temps, je crois, hein, en fait, qui est la chute à la mer. Alors, l'IMP a été créé en 92, je ne vais pas faire un historique, mais juste pour dire que la première campagne, hein, issue d'un travail préalable sur le sujet, a été réalisée en 1999. Le visuel et slogan de l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, hein, c'était Chute par-dessus bord, parlons-en. Et depuis cette période, il y a eu de nombreuses actions, hein, qui ont été menées, axées bien évidemment et prioritairement sur la prévention de la chute à la mer. On est ici sur de la prévention primaire, hein, c'est-à-dire empêcher la survenue de l'accident. Et il y a eu des actions de prévention dites secondaires, comme par exemple celle menée sur l'équipement de protection individuelle contre le risque de noyade, appelé à l'époque VFI, hein, pour vêtements de travail à flottabilité intégrée. La première campagne sur le sujet a été menée en 2005. Ça s'appelait en VFI La Vie vous va, ou E4V, comme disait notre ancien président Georges Touret, hein, qui aimait beaucoup les acronymes, donc E4V. Ça portait bien évidemment sur la promotion et le développement d'équipements spécifiques pour les professionnels. À l'époque, peu, voire pas de marins, hein, portaient ce type d'équipement qui n'était pas non plus véritablement adapté, hein, en termes de compatibilité au travail du marin, notamment du marin pêcheur. Donc l'IMP a mené aussi des actions sur la localisation d'un marin tombé à la mer avec un travail expérimental d'intégration de DIL, dispositifs individuels de localisation, qui étaient intégrés dans les équipements de protection individuelle contre le risque de noyade, donc dans le VFI. Et maintenant, donc, des actions sur la récupération du marin tombé à la mer. Alors, pour toutes ces actions de prévention, l'IMP part forcément d'une réalité statistique, associée certaines fois, et c'est le cas ici, hein, à des événements tragiques. J'ai remis à jour, là, sur la slide présentée ici, des statistiques qui concernent les décès. Donc, on parle de gravité ultime, hein, des marins professionnels sur une période de 8 années, de 2015 à 2022. Donc, sur cette période, on recense 83 décès de marins à Nîmes. Sur la totalité des décès, il y a plus de 20% d'entre eux qui proviennent d'une chute à la mer. Ça en fait, et de loin, la première cause de mortalité pour ce que nous appelons, nous ici à l'IMP, les ATM, les accidents du travail maritime en tant que tels. Je mets de côté les événements de navire, le premier, les EDM, et les pathologies médico-chirurgicales. Il y a donc une réalité statistique qu'on vient de voir, et il y a aussi des événements tragiques. En Bretagne, il y en a eu plusieurs, qui concernaient des armements de pêche au large, des chalutiers hauturiers, qui ont généré des décès, et pour lesquels le BEA mer a recommandé de pratiquer des exercices de récupération d'hommes à la mer, au même titre que les exercices feu ou abandon, que tous les marins connaissent, et également d'étudier en concertation avec les équipages des dispositifs de récupération d'hommes à la mer adaptés. Alors, suite au dernier accident survenu en 2019, hein, sur un chalutier de l'armement La Houle, au cours duquel un matelot a été porté disparu, il y a une nouvelle réglementation qui a été introduite pour prendre en considération les recommandations émises par le Bureau Enquête Accident Mer. Alors, je fais un petit rappel contextuel. Ça se passe en début février 2019, au large des îles Scilly, sur un chalutier hauturier de 23 mètres, hein, sur lequel travaillent 5 marins. On a un patron, un second, un mécanicien et 2 matelots. Ce jour-là, l'eau a une température inférieure à 10 degrés Celsius, donc plutôt froide, et la mer est forte à très forte. Il y a une anomalie sur le gréement. Les funes sont virées pour permettre à l'équipage d'intervenir sur le clump, un élément du gréement. Le mécanicien est aux commandes des treuils, au niveau de la coursive. Le second est devant le compartiment moteur. Il prépare un croc neuf pour l'adapter et le repositionner sur le clump. Le matelot victime, a priori, sans raison apparente, monte sur la barre de bossage. Alors, la photo ne représente pas le navire, mais on voit en fait, c'est sur le même type de navire, et on voit un des marins posé justement à pied sur la barre de bossage. Donc au niveau du tableau arrière, de fait, en montant sur la barre de bossage, il est plus protégé par la hauteur du pavois. À ce même moment, il y a un coup de roulis qui va provoquer un mouvement brusque d'une des pattes de l'enrouleur qui va venir faucher le matelot et engendrer sa chute à la mer.
Alors, l'équipage va réaliser plusieurs manœuvres de récupération, donc on l'a vu, dans des conditions jugées difficiles, avec une eau froide, avec un homme à la mer, certes équipé d'un équipement de protection individuelle contre le risque de noyade, mais incorrectement réglé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sous-cutal et il n'a pas serré, ce qui fait que régulièrement, il est obligé de le repositionner correctement, sinon l'équipement a tendance à remonter. L'équipage va utiliser une échelle de pilote, une bouée couronne, des cordages. Il y aura même le mécanicien, équipé d'une combinaison de survie et d'une ligne de vie, qui va se mettre à l'eau. La grue de débarque va également être positionnée au cas où. Rien n'y fera. La dernière tentative sera d'essayer de gaffer l'homme à la mer. Et lors de cette énième tentative, l'équipement de protection individuelle contre le risque de noyade sera crevé et le matelot, à bout de force, va couler à 1 mètre, moins d'1 mètre du navire. Suite à ce dernier accident, donc il y a une modification de la division 226, c'est la division qui concerne les navires de pêche de 12 à 24 mètres, qui est entrée en vigueur. Donc, à compter du début de cette année, il y a maintenant une obligation pour les navires concernés, donc de 12 à 24 mètres, d'avoir un dispositif de récupération d'hommes à la mer et d'établir une procédure de récupération, bien évidemment, connue de tous et testée. Donc, la division 226, j'ai remis un petit peu sur la slide le début de l'intitulé de cette division, de ce paragraphe, qui est l'article 226-7.09 bis. Donc, il est intitulé « Récupération d'une personne tombée à la mer ». Il y a un seul objectif, permettre, quelles que soient les conditions d'exploitation, de récupérer aisément et en toute sécurité une personne tombée à la mer. Alors, la réglementation, elle précise pour ce cas-là des exigences fonctionnelles. Le dispositif doit être forcément adapté à l'exploitation, prendre en compte la conception du navire. Le dispositif doit être de conception robuste et compatible avec le port d'un équipement de protection individuelle gonflé. Les membres d'équipage chargés de la mise en œuvre du dispositif doivent être familiarisés, bien évidemment, avec la procédure d'urgence afférente. Et puis, il y a des règles aussi également. Le dispositif doit permettre le franchissement du pavois. Il peut être assez haut sur certains navires, de 12 à 24 mètres. Le dispositif peut être constitué d'une échelle, d'un harnais, d'une ligne de vie ou de tout autre moyen ou combinaison de moyens et doit permettre à toute personne consciente ou inconsciente tombée à l'eau de remonter ou d'être récupérée à bord du navire en toute sécurité. Ça nous dit aussi que le dispositif de récupération d'une personne tombée à la mer doit être mis à l'eau de manière sûre et déployé rapidement, aussi rapidement que possible. L'emplacement du dispositif à bord du navire doit être notifié et l'utilisation des appareils de levage ou de pêche du navire aux fins de la récupération peut être acceptée. Alors, le choix de l'IMP, suite à l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, avec le Comité national des pêches, ça a été de travailler avec des référents techniques et régionaux. On est parti du postulat qu'il fallait, sur ce segment de navires tellement varié en termes de métiers, on a des caseilleurs, des filayeurs, des chalutiers, des bolincheurs, des palandriers, des dragueurs, et également des navires polyvalents qui font un peu différents métiers. Donc c'est très varié. On a également, en termes de conception, des navires qui sont très variés, en termes d'équipement également. Donc l'idée, c'était de nous appuyer sur des expertises multiples, donc des référents locaux et métiers. On a donc travaillé sur des essais d'équipement et de technique avec les professionnels lors de multiples sessions d'exercices pratiques et également essayer d'utiliser au maximum, vous verrez dans ce que vous présentera Sébastien, les équipements déjà présents à bord. Alors, dans ce projet, on va vous présenter les deux volets qui sont, vous l'avez compris, très liés. Donc, la partie exercice pratique présentée par Sébastien et la partie procédure que je vous présenterai par la suite. Alors, bonjour à tous. Donc, me concernant, je vais vous présenter le déroulé des exercices. La question était tout d'abord de savoir et donc de référencer le matériel présent à bord pour savoir s'il était possible de couvrir l'ensemble des scénarios. Donc on retrouve de façon systématique le matériel lié à la drome de sauvetage, à savoir la bouée couronne et radeau de sauvetage. On va également retrouver la présence d'échelles de pilote pour les navires dont le front-bord est supérieur ou égal à 1,50 m. Sur les plus petites unités, on va retrouver des échelles alors de qualités différentes, souples ou rigides, comme le montre la photo en haut à droite, qui est de meilleure
conception. On va retrouver également des éléments de liaison tels que des gaffes et des grappins, principalement utilisés sur les navires de type filayeur, casélieur, palangrier, beaucoup moins présents sur les chalutiers et dragueurs, et puis bien évidemment du bout. En complément, dans un second temps, et en complément de ces équipements, dont on savait qu'ils allaient répondre qu'à une partie de la problématique, il était donc essentiel de rechercher d'autres équipements. Donc ici, je vous présente le pavillon télescopique qui va nous servir à marquer la zone de chute. On va identifier également des gaffes de récupération et de mouillage, ainsi qu'une échelle de sauvetage en bas à droite du slide pour récupérer un homme fatigué, voire inconscient. On va également tester une alternative de la bouée couronne qui s'appelle la bouée Silzig, et puis un module de survie appelé John Boy qu'on va utiliser pour les cas de figure où le navire est non manœuvrant. Donc le premier exercice qu'on mène consiste à laisser l'équipage se débrouiller, alors avec le matériel qu'ils ont à bord. Donc, dans tous les cas de figure, on part d'abord d'un scénario simple, c'est-à-dire il fait beau et l'homme est physiquement apte à effectuer des efforts physiques. Pour ce type d'exercice, tous les équipages ont réussi à récupérer leurs collègues, donc ce qui est plutôt positif. Néanmoins, ça permet quand même d'identifier des points d'amélioration. Ici, comme le montre la photo, un problème de positionnement d'échelle de pilote, parfois. Hein, donc, il est arrivé que les échelles étaient mal positionnées. Le dernier barreau est au-dessus du niveau de la mer, ce qui va compliquer, voire rendre impossible la remontée du marin. On a également peu ou pas de communication entre la passerelle et l'équipage, peu ou pas de coordination avec une répartition des postes, telle que la mise en place d'une vigie pour pointer l'homme à la mer. Concernant la bouée couronne, on a deux enseignements qui apparaissent. D'abord, impossibilité d'enfiler une bouée couronne par la tête lorsqu'on porte un VFI qui fait 150 newtons et plus. Une bouée couronne qui est rigide et qui ne permet pas donc de viser le collègue, sinon de peur de l'assommer. Donc ça, c'est concernant le premier exercice. Le deuxième exercice, on va essayer de s'améliorer. On va du coup mettre en place le pavillon, ce qu'on appelle le premier dispositif chez nous, donc qui est constitué d'un pavillon qui est relié avec un bout de flottant à la bouée couronne. Longueur de bout de flottant 15 mètres. Donc là, l'objectif, lorsque le marin saute à l'eau, on alerte la chute, on jette ce premier dispositif très rapidement de façon à ce que le marin puisse le rallier. Le patron manœuvre en direction du marin. L'équipage va ensuite gaffer, voire grappiner le bout et ramener progressivement le marin vers le bateau et l'accompagner lors de sa remontée via l'échelle de pilote. Donc ça, c'est le deuxième exercice qu'on met en place et qui fonctionne plutôt bien. Une alternative à ce deuxième exercice a été également de tester des manœuvres d'encerclement. Donc là, il n'y a pas de jet de premier dispositif. Le marin chute à la mer. Le marin sur la plage arrière va jeter une bouée couronne qui, elle, va être reliée à un bout qui est beaucoup plus long. Ici, en l'occurrence, 100 mètres. Le patron va manœuvrer autour du marin, va encercler le marin, le bout va lui arriver dessus et une fois qu'il est relié au bout, l'équipage va virer ce bout afin de rapprocher progressivement le marin qui est dans l'eau. Donc, c'est un exercice qui fonctionne. Ensuite, dans des conditions quand même particulières, on est sur des conditions de mer très bonnes, bonne visibilité. Pour rappel, un exercice comme ça où l'équipage est prêt, il dure 4 minutes.
Pour revenir sur le premier dispositif, on a vu qu'il était opérationnel dès lors qu'il est jeté rapidement à la mer pour pouvoir diminuer la distance entre le marin et le dispositif. Si jamais ce jet est trop long, eh bien, la distance va être trop importante et le marin ne pourra pas rallier ce premier dispositif. Dans ces conditions, c'est pas grave, le pavillon marquera quand même la zone de chute et dans un second temps, l'équipage mettra en œuvre un second dispositif, ici la Boessilzig avec un boot. Donc Boessilzig qui présente quand même deux avantages par rapport à la bouée couronne. Et on peut l'enfiler par la tête, comme vous pouvez le voir. Elle est plus large. On peut se permettre de viser plus précisément le collègue parce que c'est une frite de piscine entourée d'une toile cirée. Et elle permet également le hissage de la personne, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Alors là, il fait beau. Une autre vidéo où les conditions de mer sont un peu dégradées, on voit que tout de suite, ça commence à remuer et la remontée est un peu plus compliquée, mais efficace tout de même. Voilà. On est bon. Il est récupéré. Voilà. Donc ça, c'est la Boessilzig, une alternative complémentaire à la bouée couronne. Ensuite, on enchaîne sur un exercice par rapport à la non-manœuvrabilité du navire. Donc, on imagine un navire qui est en action de pêche. Il ne va pas pouvoir revenir immédiatement sur le marin. Dans ces cas-là, on va lui envoyer ce qu'on appelle un module de survie, ici le John Boy. Donc, c'est un module qui est câblé sur les garde-corps situés en retrait de la passerelle. Le patron largue le module et en larguant le module, il se gonfle automatiquement. Le marin ensuite monte dans ce petit module, il s'assoit dedans, on revient sur lui, on lui lance une connexion afin qu'il puisse câbler la connexion sur la sangle du module et ensuite on peut le hisser à bord. Donc ça, c'est pour le cas de figure du navire non manœuvrant. On a également testé la possibilité pour les chalutiers de récupérer un homme à la mer via l'engin de pêche, en l'occurrence le chalut. Ça, c'est un exercice qui est proposé. Tous les patrons ne l'acceptent pas. Ils sont un petit peu, certains sont un peu frileux par rapport à ce type de manœuvre. Néanmoins, pour l'avoir fait à plusieurs reprises, c'est quand même un exercice qui fonctionne bien. Le chalut, en tant que tel, peut représenter un moyen pour récupérer l'homme à la mer. Donc ça peut être envisagé dans le cas où le navire est en début de filage, par exemple. Donc voilà, le marin doit se positionner correctement. Donc là, il cède du bâillon, il va se repositionner à l'intérieur. Donc ça offre en plus une flottabilité supplémentaire. Et puis ensuite, il va être ramené et guidé à bord. Voilà. Ensuite, concernant les scénarios d'hommes fatigués, voire inconscients, on a testé donc un certain nombre d'équipements. Ici, la gaffe de récupération, telle qu'elle est appelée, développée par les Norvégiens. Donc, c'est une gaffe qui est constituée d'un arceau métallique et d'une sangle à l'intérieur. Donc, on doit passer l'arceau par les jambes et le remonter au niveau des aisselles, pousser la partie métallique vers le bas tout en maintenant la tension au niveau du boot. La sangle se déconnecte et ensuite permet le hissage du marin. Donc là, on est sur une utilisation d'un équipement qui est potentiellement utilisable plutôt quand même par beau temps.
Une alternative à cette gaffe a été également de trouver ce qu'on appelle là, des gaffes de mouillage. Donc, ce ne sont pas des gaffes qui ont été conçues pour la récupération d'un homme à la mer, mais pour s'amarrer à un mouillage. Donc, ce sont des gaffes télescopiques. Là, elles sont munies d'un croc qui va tourner sur des roulements à billes en effectuant une opération pour donc faut crocher la sangle du VFI et ensuite le système de roulement à billes va permettre de passer le bout dans la sangle du gilet pour refaire la connexion. Donc là encore une fois, c'est un équipement qui peut être utilisé lorsque les conditions de météo sont acceptables. Dans le meilleur des cas, on essaye de crocher la sangle de halage. Donc, on a vérifié que les sangles résistent à la levée d'une personne. C'est pas très confortable. C'est pas fait. C'est pas un harnais en tant que tel, mais ça fonctionne. On a utilisé également plus récemment un système pareil de gaffe de mouillage. Ici, j'ai pas mis de vidéo, mais simplement le système. Donc, il faut également crocher la sangle du gilet par le mousqueton. Ensuite, on tire la gaffe vers soi et le mousqueton se déconnecte. Et là, on a refait la liaison avec le marin et on le lève de la même manière que précédemment. Dernier équipement testé par rapport à un marin fatigué ou inconscient, c'est le déploiement de l'échelle de sauvetage appelée Jason Cradle. Donc, on va déployer le long de la coque. Il faut bien évidemment positionner correctement le marin à l'intérieur. Une fois qu'il est correctement positionné, on va commencer à pouvoir virer la partie inférieure de l'échelle qui va ainsi le remonter progressivement le long de la coque. Alors, il y a différentes tailles d'échelles. Ici, on doit utiliser une 5 ou 6 maillons qui représentent à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de large. Donc, c'est pour ça qu'elle ne fait pas toute la longueur, toute la taille du marin, mais il en existe des plus grandes, bien évidemment. Et il en existe des plus petites aussi. Donc voilà, ça c'est pour le mécanisme de la Jason Cradle. Voilà. Enfin, par mauvais temps, on est plutôt sur une préconisation qui s'oriente sur le déclenchement du radeau de sauvetage. Donc on va plutôt prioriser la sécurisation du marin dans des conditions mauvaises. Alors, comme vous le voyez sur la vidéo, quand on déclenche un radeau, parfois, il se gonfle à l'envers. Donc, le marin doit être en capacité de pouvoir le retourner. Il l'est, étant donné qu'il a passé ces exercices tels que le TIS, qui lui permettent de s'entraîner sur ce type de pratique. Voilà, on le retourne. Tac, et ensuite, reste quand même une autre étape importante et qui nécessite aussi des efforts physiques conséquents, c'est de pouvoir remonter à l'intérieur du radeau. Chose qui n'est pas forcément aisée de par le volume du gilet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais le marin dégonfle légèrement le gilet là, pour faciliter sa remontée à l'intérieur. On poursuit nos recherches d'équipement à l'heure actuelle en concertation avec West Security Marine. Dernièrement, donc, ils nous ont permis de tester, on a testé ensemble ce drone marin, là, donc c'est une bouée qui est composée de 2 jets et qui est commandée depuis le pont. Je pourrais vous donner les caractéristiques techniques tout à l'heure si vous voulez dans le chat. Ça va à une vitesse de 8 nœuds, ça peut porter jusqu'à 2 personnes et on a une distance, un rayon d'action aux alentours des 300-500 mètres. Voilà. Ce qui est plutôt, ce qui peut être intéressant en termes d'équipement. Voilà, on voit le plongeur de la SNSM là, qui est tracté de différentes manières
via les Youssef. Donc, en termes de conclusion sur les exercices, ces exercices donc, permettent quand même aux patrons, aux professionnels d'identifier un certain nombre d'équipements qui ensuite sont transposables sur leur navire. Ça leur permet de se rendre compte aussi que la récupération d'un homme à la mer, c'est un exercice qui n'est pas simple du tout, d'enlever des a priori, notamment la remontée via le chalut. Ça montre aussi quand même que c'est bien beau d'acheter du matériel, mais si on ne s'entraîne pas à l'utiliser, il y a peu de chances que ça fonctionne le jour J. Donc, d'où l'importance d'effectuer des exercices. Et puis, surtout, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais beaucoup d'exercices sont conditionnés par la réactivité de l'équipage. Et qui dit réactivité dit avoir du matériel préparé. Et donc là, il faut avoir quand même en tête une bonne implantation de ce matériel pour l'avoir à disposition le plus rapidement possible. Et bien évidemment, une coordination et une communication entre les membres d'équipage. Conclusion finale. Pardon, excusez-moi. Ces exercices permettent aux professionnels d'acquérir des automatismes, qui vont bien sûr, dont le but est de parer à une situation d'urgence telle que la chute à la mer. Voilà, je laisse Nicolas poursuivre. Ok. Donc Sébastien a présenté les différents enseignements, une partie au moins des enseignements issus des nombreux exercices. Je ne sais plus combien il y a eu, 25 ou 26 sessions. Donc on a vu les techniques, les équipements qui ont évolué au fur et à mesure des exercices, par la pratique, par l'échange et par les difficultés rencontrées, qu'on a rencontrées quasi à chaque session d'exercice. Par exemple, sur le choix des dispositifs à lancer suite à la chute à la mer. Au début, c'était une bouée couronne seule, puis une bouée couronne avec une perche, puis une bouée couronne avec une perche et un aurain. Enfin voilà. Sur le positionnement des marins, en fonction des membres d'équipage, qui va où, qui fait quoi, en fonction du nombre de marins à bord. Sur la communication gestuelle et orale, il y a eu pas mal de problématiques. Et la communication, pour toutes les situations d'urgence, est super importante. Et en fait, elle ne se passait pas toujours très, très correctement au moins au début. Donc, entre le pont de pêche, la passerelle. Sur certains navires, il y avait aussi une absence de caméra, d'interphone. Il pouvait y avoir un bruit important. Donc, tout ça, toute cette pratique a fait évoluer grandement l'aspect procédure que je vais vous présenter là. Donc, les exercices ont permis de valider une procédure pour les 4 situations suivantes. Donc, on a un marin physiquement apte et une bonne météo. On a un marin, la situation 2, diminué physiquement et ou une météo dégradée. La situation 3, un marin physiquement apte et du mauvais temps. Et puis la dernière situation, la situation 4, un marin inconscient et une bonne météo. Bon, vous remarquerez, j'ai mis des couleurs, mais il faut bien se dire, et c'est ce que les exercices nous ont appris, que toute situation d'homme à la mer, c'est à minima complexe, mais ça peut aussi être extrêmement complexe dans certains cas. Alors, on se rend rapidement compte, dans ce que je vous ai présenté, qu'il manque 2 situations, à minima. L'homme à la mer entraîné par l'engin de pêche, on a regardé, on a beaucoup discuté. Il n'y a pas eu de consensus avec les marins professionnels consultés sur une procédure à suivre pour ce cas de figure. En fait, c'est une problématique qui est trop dépendante de l'engin, qui peut être un filet, un casier, une bolinche, une drague, une palangre. Et puis, du moment où le marin est entraîné à la mer, avec le rein, de tête, au milieu de la filière, à la fin du filage, c'est tellement complexe qu'on n'a pas mis en place une procédure pour ça. On n'a pas pu. De la même façon, il y a homme à la mer inconscient dans des conditions météorologiques très défavorables. Pour ce cas de figure, on n'a pas identifié et donc pas testé de dispositif qui permettrait la récupération d'homme à la mer. Notre credo a toujours été sans mise en danger d'un autre marin, donc on ne met personne à l'eau donc en danger. Et puis il y a également le sujet sur les navires neufs, sujet qu'on aimerait traiter beaucoup plus. Ça voudrait dire que le secteur des pêches maritimes se porte bien, mais on le traite également. C'est un travail qui est en cours avec des chantiers de construction, les armateurs, les affaires maritimes, via les CRS, Commission régionale de sécurité, sur l'anticipation
dès la conception de la problématique de la récupération d'un homme à la mer. Alors, comme pour de nombreux risques, il est bien plus simple de l'avoir anticipé dès le départ. Ça permet d'être bien plus performant qu'un dispositif imaginé a posteriori, ce qu'on a fait pour les exercices. Et on sera ici sur des ouvertures dans le pavois, sur des potences amovibles, des treuils dédiés, enfin voilà, ce genre d'équipement. Donc, les nombreux exercices et échanges avec les professionnels ont grandement fait évoluer le postulat de départ, qui était l'élaboration de plusieurs procédures liées au métier pratiqué, au type de navire, aux conditions de mer, à l'état supposé de la victime, etc. Donc, on s'est finalement orienté vers un seul modèle de procédure, celui qui est mis à disposition sur le site internet dédié, soit www.recomer, où il y a un lien sur le site de l'IMP également. Donc, il est construit à partir des échanges avec les référents techniques et les retours et enseignements des 25 ou 26 sessions d'exercices qui ont été réalisées. Donc, on a une seule procédure qui couvre les 4 situations qu'on a préalablement présentées, et c'est valable pour tous les métiers. On a aussi rajouté un guide pour l'élaboration et la mise en place de cette procédure de récupération d'hommes à la mer pour les navires. C'est un guide qui s'adresse aux patrons et aux armateurs de navires de pêche, donc de 12 à 24 mètres, et qui a pour objectif de leur fournir les informations nécessaires pour élaborer et mettre en place leur procédure de récupération à la mer, telle que l'exige la division 226 de la réglementation sur la sécurité des navires. Le guide va aider à structurer et à préciser les données essentielles devant figurer dans la procédure. Alors, il faut aussi savoir que l'IMP accompagne les patrons armateurs. On va les voir. Mais comme pour les URP, on ne va pas le faire à la place d'eux. On va accompagner la réalisation de ce document. Alors, si on parle de procédure, je vais vous la présenter. Donc, il y a les exercices pratiques qui ont montré la pertinence de simplifier au maximum le déroulé des actions et ce dans un souci de clarté et d'efficacité. Donc, la procédure reste structurée en 3 étapes distinctes, avec des actions qui sont réalisées depuis le pont de pêche et des actions qui sont réalisées depuis la passerelle. Donc, la première étant alertée, marquée, la deuxième étant manœuvrée, et la troisième, la récupération en tant que telle. Alors, à noter qu'il y a d'autres phases qui ne sont pas intégrées dans la procédure, mais dans le guide, qui consistent à apporter aussi le soin à apporter à la victime et également à gérer le traitement administratif de l'événement. Alors, la procédure prend en considération plusieurs paramètres essentiels. Tous les marins connaissent parfaitement ce qu'ils doivent faire. Le matériel est prêt à être déployé à tout moment. Et l'équipement de protection individuelle contre le risque de noyade est porté et correctement ajusté. De cela découle l'immédiateté de la réaction et le déploiement des actions. La première étape, c'est alerter et marquer. Donc, donner l'alerte. Alors, c'est basique, mais c'est essentiel. Ça veut dire que chaque marin doit clairement connaître la règle à bord pour la signalisation d'une chute à la mer. Ça peut être simplement, et c'est souvent le cas, oral. Il y a un marin qui observe une chute à la mer et va crier immédiatement « homme à la mer ». Il peut même, dans certains cas, préciser le bord de chute afin que le marin en passerelle puisse réagir immédiatement. Et puis, voilà, on a vu lors de la pratique et lors des exercices, sur certains navires, on a un niveau de bruit important et donc ça peut être insuffisant. Dans ces cas-là, on va préconiser la mise en place d'un ou plusieurs boutons d'alarme en fonction de la taille du navire sur le pont de pêche. Dans ces cas-là, ça peut s'avérer nécessaire. Lancer le matériel de repérage et de flottabilité. Donc, suite à une chute à la mer, il faut le plus rapidement marquer physiquement la position afin de faciliter la localisation de l'homme à la mer. Une personne tombée à l'eau est peu visible, surtout avec une mer agitée. Et pour ce faire, on a différents moyens de repérage qui existent. Sébastien en a parlé. Ils sont en fonction notamment du niveau de luminosité, des conditions de mer. On a le choix dans les équipements. Alors, il faut faire attention, il y a une grande majorité des équipements individuels contre le risque de noyade qui ne sont pas équipés de lampes. Donc, le moyen de repérage n'est pas, dans ce cas-là, connecté au navire. Il est positionné sur le pont de pêche, à proximité d'une ouverture, si le pont de pêche est couvert, et prêt à être lancé rapidement. Le moyen de repérage il doit être associé à une flottabilité, relié par un bout de flottant d'une 15aine de mètres, comme on a discuté tout à l'heure.
Le but de cette flottabilité est de pallier à tout dysfonctionnement d'un équipement de protection individuelle contre le risque de noyade, et également de rajouter une réserve de flottabilité pour l'homme à la mer. Cet équipement va également avoir une troisième fonction. Elle va permettre la récupération future et le hissage à bord du navire de l'homme à la mer. Important, conserver le contact visuel, donner des indications claires au patron. Il est essentiel, primordial, de positionner un marin vigie, dont la seule et unique mission est de garder le contact visuel avec l'homme à la mer. On dit souvent qu'il doit garder un bras tendu vers l'homme à la mer en permanence et informer verbalement sur la position de celui-ci. Dans certains cas, on a vu sur certains navires, il faudra positionner un marin, ce qu'on appelle un marin relais, pour faire la liaison entre le marin vigie et la passerelle. Et cette fonction, elle est essentielle. Les exercices ont clairement montré la pertinence de guider à tout moment le patron dans des situations de stress notamment. Marquer électroniquement l'homme à la mer, le marquage physique, comme on l'a fait avec la perche, et s'associe bien évidemment au marquage informatique que tous les marins maîtrisent, effectué dès que possible par le patron en passerelle en appuyant sur la touche MOB de leur logiciel de navigation électronique. Voilà. Avertir les secours, l'appel au cross, il doit se faire le plus en amont possible. Il faut en effet bien comprendre que l'envoi d'un moyen terrestre, quel qu'il soit, va prendre du temps, mobilisation du personnel, temps de route, etc., etc. Mais que celui-ci peut à tout moment être annulé, donc si la situation évolue positivement. Par ailleurs, afin de faciliter la communication et d'éviter de perdre du temps à bord du navire, avec on a aussi dans le guide réalisé une checklist avec les informations indispensables à donner au cross et prêtes à leur distribuer. La deuxième étape, c'est manœuvrer. Lors des manœuvres, le patron doit suivre les consignes du marin positionné en vigie, qui, lui, ne quitte pas des yeux l'homme à la mer et indique en permanence sa position. Utiliser, si besoin, les indications du logiciel de navigation. Éclairer le plan d'eau si nécessaire, puisque ça peut bien évidemment être de nuit ou avec une visibilité réduite. Il faut être en capacité de rendre le navire à tout moment manœuvrant très rapidement, et quelles que soient les activités de pêche en cours. Il y a deux cas qui se présentent, soit le navire est en route, soit le navire est en pêche. Si le navire est en route, il peut réagir immédiatement. La manœuvre va alors consister en un demi-tour, Butakov ou Williamson, comme on a appris, afin de revenir le plus rapidement possible et le plus sûrement possible vers l'homme à la mer. Si le navire est en pêche, il doit se rendre manœuvrant quasi immédiatement, en libérant son train de pêche, en refilant, en virant, en coupant. Voilà. Lors du choix des équipements et de la mise en place de la procédure, tous ces cas de figure doivent avoir été anticipés par le patron. Sur un caséilleur, un filayeur, un chalutier, un dragueur, un beau lâcheur, un palangrier, il y a plusieurs situations qui vont mériter d'être évaluées. Chute à la mer au début de filage, au milieu, en fin de filage ou de virage, etc. Donc pour chaque situation, les marins doivent savoir réagir pour rendre le navire manœuvrant le plus rapidement possible. Alors il y a des situations où il est impossible de revenir rapidement sur l'homme à la mer. Donc dans ces cas-là, il faut mettre à disposition de l'homme à la mer un équipement qui va lui permettre d'attendre en sécurité, c'est-à-dire sans trop s'épuiser, on est quand même dans l'eau, le retour du navire, surtout avec des températures d'eau qui peuvent être peu élevées. Sébastien vous a présenté le John Boy, ça peut être un équipement qui est dans ce cas-là, dans ce cas de figure adapté. Il faut quand même faire attention à cet équipement qui a tendance, lorsqu'il y a du vent, à beaucoup dériver. La troisième étape, c'est la récupération en tant que telle. Ça commence par l'accostage de l'homme à la mer, qui doit se faire en complète sécurité. Alors, en fonction des conditions de mer, de manœuvrabilité du navire, il faut se rapprocher le plus possible de l'homme à la mer en privilégiant le côté sous le vent, pour une meilleure protection de l'homme à la mer. Et la méthode de récupération de l'homme à la mer va dépendre ensuite de deux paramètres. Bien évidemment, l'état de la mer, s'il est bon, dégradé, très mauvais, et de l'état physique de la victime, s'il est apte, blessé, fatigué, inconscient. Donc, si l'état de la mer est bon, on a la possibilité d'accoster l'homme à la mer, et que l'homme à la mer est apte, on va mettre en place un dispositif de récupération simple, et le plus simple, c'est l'échelle de pilote, qui est très facilement déployable quand elle n'est pas déjà déployée.
Un petit rappel sur ce qu'a précisé tout à l'heure Sébastien, attention à son positionnement. Le dernier barreau doit forcément être immergé d'au moins une cinquantaine de centimètres, parce que sinon, ce n'est pas possible de l'atteindre quand on est dans l'eau. Et puis, on peut aussi utiliser une porte de bordée. Certains bateaux en sont déjà équipés, et puis, ou alors de systèmes de marche incorporés dans la coque qui peuvent également être utilisés. L'endroit de récupération de l'homme à la mer est clairement défini dans la procédure. En général, il est plutôt sur un côté, au niveau milieu ou arrière. Et puis, ça doit être choisi pour être l'endroit le plus accessible par l'homme à la mer, au niveau sécurité, au niveau effort physique pour la remontée, avec un maximum de visibilité aussi pour le patron en passerelle. Alors, si l'état de la mer est dégradé, donc dans ces cas-là, il y a impossibilité d'accoster de l'homme à la mer en toute sécurité, et ou que l'homme à la mer est affaibli. Donc le patron, dans ces cas-là, va manœuvrer le navire pour s'approcher suffisamment de l'homme à la mer, pour permettre à un membre d'équipage d'attraper le moyen de repérage qu'on avait préalablement jeté. Alors pour ce faire, on en a parlé tout à l'heure, une gaffe assez longue ou un grappin qui peuvent être utilisés pour attraper le bout de flottant. L'homme à la mer va ensuite être dans un premier temps tracté manuellement par un homme d'équipage, puis être positionné à l'aplomb de l'endroit où il va être remonté mécaniquement. En général, et vous l'avez vu sur les vidéos, on va utiliser des appareils de pêche, vire-casier, vire-filet ou caliorne. Dans ces cas-là, le positionnement de l'homme à la mer est important, il faut qu'il le connaisse. Il va se positionner face à la coque, utiliser ses pieds et ses mains pour éviter les chocs. On a vu que ça peut bouger. Et puis, les marins du bord vont le hisser mécaniquement, l'embarquer manuellement. Attention au passage de la lisse. Comme pour le premier cas, l'endroit de récupération doit être clairement défini. Il est en général à l'aplomb des appareils de pêche ou de levage. Sur certains chalutiers ou dragueurs, ça peut se situer à l'arrière du navire. Dans ce cas, le gaffage ou le grappinage va s'effectuer sur le côté du navire. Le patron va ensuite débrayer avant que l'homme à la mer ne soit envoyé sur l'arrière du navire avant d'être hissé. Alors, si l'homme à la mer, il y a un cas de figure, si l'homme à la mer n'a pas réussi à saisir le premier équipement de flottabilité, il faut qu'on ait sur le pont de pêche un second équipement de flottabilité relié cette fois-ci au navire qui doit lui être envoyé. Ça peut être une bouée couronne, une bouée silzique. Voilà. Une fois que l'homme à la mer a capté cet équipement, de la même façon, on va le monter et le hisser mécaniquement à bord. En cas de très mauvais temps, et avec un homme à la mer conscient, l'équipage doit pouvoir proposer à celui-ci de se mettre en sécurité en attendant que les conditions évoluent et qu'il puisse être récupéré ensuite à bord en toute sécurité. Donc, on peut percuter le radeau, avoir un petit radeau de survie dédié ou le radeau du bord, qui peut être percuté le long du port, remis à l'endroit si nécessaire. Et puis ensuite, on va aller présenter le radeau à l'homme à la mer qui va pouvoir se hisser à l'intérieur. Et au moins, il sera en sécurité à l'intérieur en attendant qu'il puisse être transféré à bord. Dernière problématique, et pas des moindres, si l'homme à la mer est inconscient, donc il est indispensable dans ces cas-là de positionner le navire le plus proche possible. Et celui-ci pourra ensuite être récupéré grâce à l'équipage et des équipements spécifiques, comme on a parlé tout à l'heure. On parle de gaffe de récupération, de filet de récupération. Voilà. Une petite précision quand même sur l'utilisation de la gaffe de récupération. Ça peut être facilité par l'ajout, par exemple, d'un point de saisissage spécifique sur les VFI qui ne sont pas forcément faciles à attraper. Donc, c'est vraiment une situation complexe quand un marin est inconscient à l'eau. Donc, on a vu la procédure de récupération d'un marin à la mer, c'est un préalable obligatoire, mais qui n'est pas suffisant pour garantir l'efficacité d'un équipage face à cette situation d'urgence. Il y a deux autres indispensables, qui sont l'information de tous les membres d'équipage. Il faut que tout le monde connaisse l'existence de cette procédure, le rôle que chaque marin doit prendre dans sa mise en œuvre, et puis on prend en compte, prise en compte évidemment dans la réglementation. Et puis les exercices réguliers, évidemment sans mettre qui que ce soit en danger, mais voilà, la mise en pratique collective de la procédure pour s'assurer de sa maîtrise et, le cas échéant, de sa pertinence. C'est un enjeu fondamental. Voilà pour ma présentation. Hop, je vais arrêter le partage.